C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde, bienvenue à la Brigade. Mon nom est Jean-Philippe Faure, aujourd'hui en compagnie de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Juste un rappel que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts ainsi que les vendredis et les mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. Si vous voulez nous aider, on vous invite à aller nous faire une petite review sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Aujourd'hui sur l'émission, on reçoit le journaliste de Radio-Canada dans la région d'Ottawa-Gatineau, Jonathan Jobin. D'ailleurs, si vous êtes minimumement actif sur Twitter et que vous aimez les sports en français, il y a des maudites bonnes chances qu'il ait déjà interagi avec vous. Un monsieur super sympathique. On va le découvrir avec vous tantôt. Mais tout d'abord, J.P. Pascal, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, yes. Retour au jeu pour moi. Ça faisait 2 épisodes que j'ai manqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais un petit peu rouillé, on dirait. J'étais plus... Oh! T'as-tu besoin d'un petit conditioning stint dans les mineurs? Ouais, non? Je pense que tu vas oui. être correct? Non. Tu vas... OK. Peut-être. J'ai peut-être besoin d'un renvoi. Après une coupe de chiffres, on va évaluer ça. Là. On va t'envoyer à la poche bleue une couple d'épisodes, là. Ouais, c'est ça. C'est beau. Et voilà. Tu vas aller faire une recette ou quelque chose de même, là. Poutine du lac. Je vais aller jouer des mineurs un peu avec la poche bleue, là. Puis, Ouais, la poche bleue, en tout cas. C'est un peu notre running gag off mic. On est mieux de pas trop d'en parler on the record. En même temps. En tout cas, moi, ce que je leur reproche, c'est que c'était tellement intéressant, leur podcast, quand c'était les joueurs de hockey, Guillaume, puis Maxime Lapierre, puis qu'il y avait, c'était pendant la pandémie aussi qui ont commencé, je pense, puis que il y avait d'autres joueurs qui venaient avec eux autres, puis ça parlait de hockey, puis ça parlait vraiment de hockey, puis d'une perspective que personne d'autre peut donner, là. Tu sais, c'était vraiment eux autres, les in and out, là, de qu'est-ce qui se passe vraiment, puis c'est vraiment du behind the scenes. Ouais. Puis des anecdotes que, écoute, nous autres, on peut pas parler de ça, là. Puis c'était ça qui était intéressant. Mais sur 1 heure, ils parlaient peut-être comme ça une demi-heure. Fait que c'est pas pire. Mais là, leur podcast est rendu 3 heures. Ils font ils ont des invités que c'est les acteurs de la petite vie. Ça n'a plus rapport avec le hockey. Parles-tu de Marc Messier, là? Beaucoup, là. Ils ont eu Marc Messier. Il y en a eu plusieurs, là. Mais ils ont eu Kevin Owens, c'était bien intéressant, là. Mais je veux dire, nous, la raison pourquoi est-ce qu'on écoute eux autres, c'est parce que moi, j'aimais entendre l'opinion de joueurs puis les histoires des joueurs. Mais là, c'est ça, ils ont du monde qui vient faire des recettes pendant une demi-heure, puis après ça, un autre qui vient faire des jokes. En tout cas. Fait que c'est dilué comme produit. Un peu ce que Marc Méthode apportait aussi dans son Wall in Method, là. Exactement. Ouais. C'est ce que Claude Giroux va venir apporter quand il va avoir pris sa retraite, puis on va le signer officiellement, là. Exact. On vous l'annonce en primeur. Ouais. Il ne sait pas, là, mais on va lui dire ça. Avez-vous écouté Brent Wallace maintenant avec Bobby Ryan, Jason York un peu? Oui, c'est bon. J'aimerais bien, mais mon niveau d'anglais n'est pas très bon. Non, c'est bon. C'est différent. J'aime bien... c'est Jason York qui est avec lui. Fait que Jason York, il est bien intéressant aussi. Il amène un peu la même chose. Bobby amène... Fait que c'est un peu la même dynamique. Mais je trouvais que ça fitait mieux, je pense, quand c'était Marc. Puis il chicanait un peu plus. Je pense que c'était peut-être un peu plus drôle à cause de ça. Mais non, effectivement, c'est un autre bon podcast, mais... Bon, je vais arrêter de critiquer les podcasts des autres. C'est assez. De toute façon, ils peuvent tous nous acheter 20 fois, fait que j'ai rien à dire. C'est pas plus. De toute façon, il y en a juste un en français sur vos sénateurs. Exactement. On n'a même pas de compétition, fait que puis c'est gratuit, puis on se force même pas. Sky is the limit. Non, j'ai bien hâte de jaser avec Jonathan. Je l'ai rencontré en personne. Il est venu chez nous quand c'était le temps d'y livrer sa tasse. Fait que, tu sais, c'était le fun de pouvoir y serrer la main puis faire la livraison. C'est-tu notre... tu sais, dans tous les journalistes francophones qui couvrent de loin ou de proche les sénateurs, c'est-tu le dernier? Tu sais, qu'on connaît, là. Ben, je veux dire que, tu sais, on a eu Sylvain Savarin. Qu'on n'a pas eu en entrevue. On a eu Alain Sancartier. Ouais. On a eu Jonathan Jobin. Tu sais, il y en a d'autres après ça. Ben, c'est pas mal le dernier. Dans la lignée, là. C'est vrai. Je pense qu'on a pas mal parlé à tout le monde en français. Ouais.
Ben, on a Unique avec Nicolas, on est allé chercher le droit. Unique aussi, c'est vrai, ouais. Avec Jonathan, on tape Radio-Canada. C'est d'autres médias. RDS. Mais RDS, c'est pas de la région. Mais pas local, là, tu sais. Exact. Mais local, je pense, c'est... Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, ce que j'allais dire, c'est... Je trouve ça toujours intéressant, les journalistes, parce que j'ai l'impression qu'on les connaît pas vraiment. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Puis Jonathan, je suis curieux parce que Sylvain, on disait qu'on le connaît, Marc Brassard, on le connaît, Nicolas, on le connaît, mais lui, à Radio-Canada, c'est un peu plus... C'est moins direct, on dirait, avec les sénateurs. Puis il touche à tout. Il est pas... C'est pas le journaliste des sénateurs, c'est le journaliste sportif. Exact. Pour Radio-Canada. Fait qu'il fait tous les sports. C'est un peu plus, peut-être, dilué, ouais. C'est ça. Dans qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est vrai que les journalistes souffrent un peu du fait que si on les recherche, ben, on va juste trouver leur travail et non leur background, tu sais. Ils ont tout le temps une petite mini bio de 3-4 lignes, là. C'est ça. Mais... Ouais. Un peu comme le groupe de musique Live dans les années 90, début 2000. Un souvenir de quelque chose de Pascal nous ramène. Qui était un super bon groupe que je pense qu'ils ont Attends, le souffert. groupe s'appelait Live. Ça s'appelait Live. Live is Live. Live, L-I-V-E. Je sais. Ben Puis, oui. avec Live le is temps, la musique s'est tellement développée numérique, puis dans les engins de recherche, puis que chercher live, le monde cherche live tout le temps, mais ils cherchent un groupe live, tu sais. Fait que je suis sûr que le nom de leur groupe, c'est comme perdu dans cette espèce de recherche Google puis d'indexage. Tout ce que je sais dans la dernière phrase que tu as dit beaucoup le mot live. Oui, mais c'est bon, vous aurez écouté ça. C'était un des bons groupes des années dans ma tendre adolescence. Live. Merci, Pascal. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Donc, il est journaliste sportif à Radio-Canada, Ottawa-Gatineau depuis plus de 10 ans. Jonathan Jobin est avec nous. Jonathan, bienvenue à la brigade. Merci d'être là. Merci beaucoup de l'invitation, les boys. C'est cool. Ça fait plaisir. Merci à toi, Jonathan. Tu nous disais en avant l'entrevue que tu es à la région depuis plus de 20 ans. Mais t'es pas originaire d'ici. Je serais curieux d'entendre un peu plus ton background, d'où tu viens, d'où tu sors, et surtout, qu'est-ce qui t'a emmené dans la région? Ouais, ben moi, je viens de Montréal, la région de Montréal. Donc, j'ai grandi un petit peu sur l'île avant de faire les deux rives là, avec mes parents qui sont déménagés quelques fois. Donc, évidemment, j'ai été élevé dans l'environnement un peu du Canadien, mais mon père vient de Québec, donc Canadien nordique, là, la rivalité dans la famille est assez grande là, des deux côtés. Mais je suis venu ici tout simplement, justement pour ma carrière, en fait, pour commencer mes études. Je suis allé à la Cité dans le programme de journalisme électronique à l'époque, qui n'existe plus dans cette forme-là, parce que le métier vraiment en 20 ans a beaucoup évolué. Mais donc, je suis venu ici en journalisme électronique. J'ai fait 2 ans à la Cité. Ensuite, je suis allé à l'Université d'Ottawa en sciences politiques. Donc, il n'y a aucun rapport avec les sports, aucun du tout. Quoique des fois... journaliste, sciences politiques. Ben, c'est ça, il y a ça, mais même pour le sport, des fois, il y a des parallèles à faire un petit peu avec la politique. C'est un peu comme dans l'arène, des fois, dans le monde politique. Mais donc, j'ai fait des études en politique. Et c'est ironique aussi que ce soit une ancienne politicienne qui m'avait poussé à venir, parce qu'à l'époque, j'hésitais entre le programme ATM à Jonquière et la Cité à Ottawa. Bon, finalement, mes notes ont pris la décision pour moi de toute façon. c'est tout le temps ça qui arrive avec ATM. J'étais pas assez bon pour aller à ATM et ça aussi, c'est très ironique là, parce que c'est un programme contingenté, mais les journalistes en général, on n'est pas des super étudiants là. En général, on n'a pas des très, très bonnes notes. Score, là, Non, on n'est pas des pètes de score du tout, mais on score dans d'autres dans d'autres sujets. Mais c'est ça, c'est une ancienne politicienne, une amie de ma mère qui était sa patronne, en fait, ancienne politicienne du Parti conservateur des années 80, qui m'a dit hey, « va pas à Jonquière, tu vas t'emmerder là-bas, il y a rien qui se passe d'autre que la petite politique locale, des trucs de même. Si tu vas à Ottawa, tu vas avoir un monde culinaire, un monde politique, un monde sportif, tu vas tout avoir. Puis effectivement, par son influence et par mes mauvaises notes, ça a comme un peu forgé mon chemin des 20 années suivantes pour venir dans la capitale.
Mais moi, je trouve qu'elle avait pas raison. Moi, je viens de Jonquière, puis t'aurais eu le monde de la bière à Jonquière. Ouais, ça t'a manqué à cette école. On peut l'avoir ici, Pascal, hein, tu sais, puis t'es pas retourné là-bas, finalement, t'habites encore en Outaouais. Oui, toujours. Attends un peu, c'est quoi le monde de la bière? Non, c'est parce que ceux qui vont étudier en ATM, ils aiment beaucoup proche du cégep. Il y a ça a changé beaucoup. Là. Il y a la rue qui est la rue Saint-Dominique, qui est dans le temps, dans ma jeunesse, puis jusqu'à il y a quelques années, c'était la rue des bars. T'avais, tu sais, pour une ville d'une grosseur d'à peu près 50-60 000 personnes, t'avais une rue avec juste peut-être une vingtaine de bars là, sur toute la rue au complet, là, en haut, en bas, de chaque côté. Fait que les étudiants au cégep aimaient beaucoup cette partie je pensais de que le monde Jonquière. de la bière, c'était le monde du cégep, tout simplement. Aussi. Oui, mais là-bas, c'est la bière et le reste de champagne. Oui, exact. Oh oui. Ouais, ça dépend de l'heure. Jonathan, est-ce que tu as eu l'opportunité de retourner à Montréal? Mettons, ou ben, y a-tu eu un offre sur la table que Mané t'as passé proche de retourner vers chez toi? Plus ou moins, c'est vraiment plus une question, je te dirais, personnelle et familiale, parce qu'il y a souvent, puis ça, c'est intéressant que tu poses la question, Jean-Philippe, parce que j'ai souvent cette question-là encore, malgré l'âge que j'ai, la carrière que j'ai. Les gens ont l'impression que aller faire du journalisme à Montréal, c'est comme le top. Ce que tout le monde veut, pas faire ultimement. mieux. Mais d'un autre côté, à Ottawa, moi, je suis choyé parce qu'à Montréal, là, si j'allais à Montréal demain matin, je serais dans un bassin de journalistes énorme, autant à Radio-Canada que chez les compétiteurs, et qui fait un peu tout le temps la même chose. Tu sais, mes collègues qui sont sur le beat du Canadien de Montréal, ils couvrent pas mal tout le temps la même chose. OK, telle journée, on sort 2-3 de ces joueurs-là. Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Moi, à Ottawa, il n'y a pas une journée qui est pareille. Une journée, je vais couvrir les sénateurs d'Ottawa. Une journée, je vais couvrir le Rouge et Noir. L'autre, je vais faire du sport universitaire, du sport amateur, des athlètes olympiques. Moi, j'ai vraiment le meilleur des deux mondes en étant ici parce que je touche à tout et j'ai davantage le contrôle sur ce que je fais, premièrement, mais aussi les décisions par rapport à ça. Même une journée de pratique, tout ce qu'il y a de plus normal dans le vestiaire des sénateurs d'Ottawa, on n'est pas tous obligés de faire la même chose parce que malgré qu'on a des restrictions puis que c'est pas un monde idéal non plus, il y a toujours un monde de PR, de relationnistes qui contrôlent un peu le message. Il reste que si on demande à un joueur pour une entrevue X, Y, Z, c'est très rare qu'on nous dit non. Donc, on peut décider, une journée, je vais parler à Claude Giroux, oui, une autre journée, je vais parler à Julien Gauthier, je vais parler au gardien. C'est pas, on rentre dans le vestiaire puis on doit parler à ces 2-3 joueurs-là. On a beaucoup plus de variété de sujets possibles, de latitude dans notre travail, puis ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais donc, pour revenir à ta question, mon parcours personnel a fait en sorte que je suis resté ici, à Ottawa, et que je voulais rester ici, que j'ai beaucoup aimé ça. Mais oui, à certains moments, je me disais, OK, ma famille est encore là-bas, j'ai beaucoup d'amis qui sont là. J'ai eu des tentations, entre guillemets, de retourner dans la région de Montréal. Et oui, tu parlais de bord tout à l'heure, là. C'est ce qui nous manque le plus, peut-être ici, dans la région, des fois, c'est-à-dire une vie nocturne un peu plus animée, mais en vieillissant, puis en ayant une famille, des enfants. Moi, j'ai 2 jeunes filles. Là, on change de vie aussi. Là. Presque 7 et 4 ans. La vie, c'est ça, change un peu. On ne sort pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On limite ça au vendredi, samedi. Puis tu sais, un peu comme JP, tu sais, qui vient de Saint-Albert, Montréal, 1h30, 2 heures, ça se fait bien, là, tu sais. Il y a moyen de concilier la famille un peu plus que, par exemple, moi, qui est à 700 km, là, quand on veut voir la famille, c'est un 7 heures de route, tu sais, là. C'est rare que tu fasses une fin de semaine à Montréal, mais moi, dans la dernière fin de semaine, j'étais là, je suis allé aider mon père pour certains trucs, j'ai vu mon frère, des amis, donc, puis le père à ma conjointe est là aussi, donc on a souvent l'occasion d'y retourner, même si c'est moins fréquent et régulier qu'avant. Là. Fait que moi, je descendais à Ottawa pour avoir de l'électricité, puis toi, t'es monté à Montréal. Ouais, j'ai été chanceux. Je suis allé, presque tout le monde avait de l'électricité. Okay. J'ai constaté les dégâts du verglas des derniers jours, là, que notamment au Parc La Fontaine, là, c'était assez intense. Là, les branches partout, pas juste des branches, là, des troncs, des arbres déracinés, tout simplement. Là, c'était assez spectaculaire. Mais on était quand même pas mal touchés à Ottawa, Gatineau aussi. L'Outaouais mangeait à claque. Donc, fait que ça fait pas assez longtemps que tu es journaliste pour avoir couvert le premier verglas en 98, je pense, right? C'était avant. J'étais encore un peu trop jeune, mais pour la petite histoire, j'ai fait du bénévolat à cette époque-là. Écoute, 98, j'avais 15 ans. Mon père était responsable du centre d'hébergement du côté de Longueuil, qui était le plus gros centre d'hébergement au Québec, qui n'a pas
été géré par la Croix-Rouge ou l'armée. Puis mon père était responsable là, avec d'autres employés de la ville de Longueuil. Donc, écoute, j'ai passé pratiquement mon verglas à faire du bénévolat dans ce centre-là, dans différentes tâches, là, comme un jeune de 15 ans peut faire, là, distribuer de la nourriture, monter des lits de camp, surveiller la nuit. J'ai passé beaucoup de temps là, donc j'ai connu le verglas. T'avais une bonne idée, là. Ouais, de façon assez intense à l'époque, là. Tantôt, tu nous as dit que tu avais fait un bac en politique à l'Université d'Ottawa. J'imagine que dans cette optique-là, le sport n'a pas toujours été la cible. Non, exactement. Mais moi, j'ai toujours adoré le sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai toujours regardé le sport. Mais j'ai commencé comme à peu près n'importe quel journaliste à prendre mon expérience dans la salle des nouvelles. J'ai été vraiment, vraiment chanceux. Moi, j'ai commencé à travailler à Radio-Canada et dans d'autres radios, là, parce que quand tu es surnuméraire, tu commences un peu à droite et à gauche, mais alors que j'étais encore à la Cité collégiale. Donc, j'ai commencé très, très jeune, hyper green, comme on dit, pas beaucoup d'expérience, mais bon, j'ai une partie de chance, j'ai créé ma chance en rencontrant certains membres du personnel de la radio d'Ottawa à l'époque, mais j'ai commencé donc à être simplement journaliste surnuméraire dans la salle de nouvelles. Après, j'ai pratiquement occupé tous les postes de la Radio-Canada, sauf peut-être faiseur de café, puis encore là, souvent, on me demande hey Joe, va acheter du café. Donc ça, on le fait pendant longtemps. Mais oui, faire sa part, j'ai été journaliste dans cette nouvelle, j'ai été lecteur de nouvelles, j'ai été recherchiste. C'est ça, tu as fait au micro aussi, là. C'était pas juste en background. Là. Okay. Ah non, j'ai vraiment tout fait. J'ai de la recherche, de la réalisation, de l'affectation et du pupitrage. Là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, l'affectation, ben, c'est celui qui décide des histoires que les journalistes vont faire au quotidien. Le pupitrage, c'est toi qui décides que ce soit à la radio, à la télé, l'ordre des nouvelles, comment on va les faire, dans quel format et tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant un certain temps à différents horaires, jusqu'à ce qu'en 2010, il y avait un programme qui n'existe plus maintenant qui s'appelait le Fonds d'amélioration de la programmation locale, le FAPEL, qui a donné beaucoup d'argent aux stations régionales au pays. Et donc, Radio-Canada a décidé pas de modifier, mais de bonifier son offre. Puis là, on s'est dit, ça serait le fun d'avoir, bon, à l'époque, on n'avait pas de culturel, de météo la fin de semaine au téléjournal. On n'avait pas de sport non plus. Donc, on a créé 2 postes de sport qui existent encore là, dans des formats un peu différents, mais 2 postes de sport. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir le poste de semaine comme journaliste sportif. À l'époque, c'était uniquement de la télé. Là. On a commencé, on faisait que de la télé. Puis là, avec le temps, ben la radio, c'est mis là-dedans. Puis maintenant, le web. Puis là, ben, comme je vous disais, je fais tout. Je fais aussi ma caméra, moi, et mon montage. Donc, je suis vidéo-journaliste, en fait. Donc, on fait pas mal tout. Donc, les moyens sont parfois un peu limités, mais on est quand même chanceux dans le contexte actuel à Ottawa-Gatineau d'avoir du sport. Il y a plein de stations qui ont plus de sport. Oui, c'est vrai. Il y a le droit qui fait un super bon travail. Il y a Nicolas Saint-Pierre à Unique FM qui fait un super bon travail aussi avec son émission. Mais en français, des télés qui ont du sport au quotidien, il n'y en a plus. Radio-Canada Télé. Exactement. Il n'y en a plus en anglais non plus. Depuis que Dan Séguin, mon collègue, a pris sa retraite l'an dernier. Donc, eux, à CBC, ils font ça un peu à la pièce, le sport. CTV en a plus depuis la retraite de Terry Marcotte. Donc, dans les médias électroniques dans la région, d'avoir du sport en français tous les jours, on est vraiment choyé. Puis je suis choyé qu'on me donne ce poste-là puis qu'on me fasse confiance pour le faire aussi au quotidien. C'est vrai. Puis je me souviens, je le dis souvent, ça, quand j'étais jeune, il y avait 2 façons de suivre le sénateur français. C'était à la radio ou dans le journal. Mm-hmm. Puis ça évolue. C'est GRC à l'époque, j'imagine. Exact. C'est GRC. Une fois de temps en temps, je me rappelle, il y avait un match qui pouvait jouer à The New Arrow. Oui, à la télé. Je sais même pas aujourd'hui c'est quoi cette chaîne-là. Là. Ça existe-tu? C'est pas devenu CCTV, ça? Oui, exactement. C'est devenu CCTV. Puis pour la petite histoire, moi, j'ai un collègue, notamment caméraman, que j'ai rencontré à l'époque de New Arrow. Lui, il était caméraman à New Arrow. Oui, puis là, maintenant, les deux, on est ensemble à Radio-Canada, mais ça fait longtemps, 15-16 ans facilement. Là. Ian Mendes était là aussi, je pense, dans ce temps-là. Il était à la télé. Il était à New Arrow. Il me semble qu'il était à la télé, lui. Ouais. Puis je me souviens quand RDS, TVA Sport, on commençait à diffuser les matchs des sénateurs, on est devenu tout excités, mais on disait qu'il y en avait presque jamais, là. Ouais, ben c'est ça. Puis même quand il y en a, il y en a beaucoup. Partisans, il y en a beaucoup, mais
Quand il y en a... Ils sont pas pour les Sens. Non, c'est ça. Le match n'est pas pour le match en tant que tel. Ils vont parler du Canadien aux entraques. Je dois quand même donner mon coup de chapeau quand même. Quand je regarde à RDS, les matchs, en général, là, Michel Lacroix, Normand Flynn font un bon travail. Oui. Premièrement, ils sont ici, ce qui fait une différence par rapport à, ils sont ici. plusieurs la très grande majorité des matchs à domicile, ils viennent au Centre Canadian Tire. Je les croise souvent. Je te dis pas absolument toute leur diffusion, là, ça je peux pas te le confirmer, mais je les vois très, très, très souvent. Okay. Même Andy Maillé-Pressoir à TVA Sport cette année a fait. C'est la première année qu'on faisait davantage d'efforts pour qu'ils soient sur place. Je pense qu'on s'attendait à une bien meilleure saison de l'équipe, donc on avait mis un petit peu plus d'argent et de temps là-dedans, mais quand même, tu as raison, tu sais que la couverture télévisuelle est beaucoup plus grande puis beaucoup plus de qualité qu'avant, mais Jean-Philippe, tu as raison aussi que souvent, c'est facile de revenir, c'est naturel pour eux de revenir. Puis je regardais avec un ami de l'époque de la Cité des matchs à TQS même, puis même à Radio-Canada à une certaine époque, mais des diffusions des matchs des sénateurs, puis on parlait toujours dans les entractes du Canadien. Je veux pas, tu sais, il n'y avait pas l'histoire, la tradition de fête chez les sénateurs quand l'équipe était toute jeune, elle commençait. Ça commence à être moins pire parce qu'on donne un peu plus de respect. Puis là, cette année, il y a une très belle équipe qui, malheureusement, même si elle n'a pas répondu aux attentes, est intéressante à voir jouer, a donné des matchs plaisants quand même. Je pense que ça va venir plus, et surtout là, si on a des nouveaux propriétaires, je pense que tout le monde, là, sans le dire ouvertement, on souhaite que ce soit le groupe de Ryan Reynolds juste parce que ça donnerait quelque chose. JP Fogg, il le dit ouvertement. Il y en a qui gardent un petit peu leur objectivité de ce côté-là, mais reste que ça donnerait regardez ce qu'il a fait là, avec Wrexham, un club de 5e division qui part pratiquement de rien, même s'il y avait toute une histoire derrière ce club-là. Il n'y a plus personne qui suivait Wrexham. Il est arrivé en dedans de 2 ans, il a fait de quoi d'exceptionnel au plan marketing, commanditaire, tout ça. Puis tu te dis, qu'est-ce qu'un groupe avec lui là-dedans serait capable de faire avec Ottawa? Puis c'est ce qu'il avait dit, j'en parlais avec Sylvain Saint-Laurent du droit cette année, quand il dit, il avait vraiment stické, il avait mordu sur une partie de son entrevue là, avec un jeune homme du secondaire là, en Ontario. Il avait dit, je vois un potentiel international à cette marque-là, alors que ça fait 25 ans que les sénateurs essaient juste de s'implanter à Ottawa-Gatineau, puis d'aller chercher une partie des parts de marché du Canadien de Montréal. C'est normal quand ton grand-père, ton père, puis toi, t'écoutais avec ton père puis ton grand-père les matchs du Canadien, c'est pas en 2 ans ou même en 10 ans que tu vas être un partisan d'une autre équipe. Tu vas probablement le demeurer jusqu'à ta mort. Mais si ton fils, parce que l'équipe est dans ta cour, puis qu'il y a 5, 6, 7 francophones comme cette année dans l'équipe, puis qu'il y a un aréna au centre-ville, puis qu'après, tu sors du match, tu t'en vas manger des ailes de poulet au pêle-mêle avec ton fils de l'autre côté, éventuellement, il veut pas, tu t'attaches à cette formation-là, puis ça va donner une histoire qui va être plus solide puis plus intéressante aussi pour les fans. Puis ce que vous faites, vous les boys, c'est important aussi. C'est le fun de voir que de plus en plus de partisans prennent un petit peu leur passion puis la transportent à d'autres partisans, mais aussi de façon un peu plus sérieuse et organisée, parce que pendant longtemps, effectivement, nous, quand on se disait, OK, il y a des séries cette année, on voudrait des partisans des sénateurs qui on va voir, avant que Twitter existe. C'était plus difficile d'en trouver. En français surtout. Maintenant, trouver des partisans des sénateurs qui parlent français, c'est pas compliqué. Puis au match, malgré que les sénateurs ne font pas toujours les efforts qu'ils devraient faire, j'entends parler français énormément. Donc, on n'est pas à grand-chose de démontrer un peu plus de respect sur les communications, le Twitter, ces choses-là, pour que ces partisans-là se multiplient. Il manque pas grand-chose. Là. Dirais-tu que l'organisation s'est améliorée ou c'est d'un point de vue avec les francophones, je veux dire? Là? Comme je dis souvent à beaucoup de monde, oui. Donc, un mélange de non et de oui, dans la mesure où ça part pour moi d'abord de la glace, puis on l'a vu beaucoup dans les dernières années avec le Canadien. Le Canadien non plus ne respectait pas trop ses partisans en français quand, l'année passée, là, il y a eu pour la première fois depuis 100 ans, je pense, un match sans francophone dans la formation. Alors que c'est le club francophone, le club des francophones avec toute l'histoire francophone. Donc, tu sais,
quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console, des fois, on se dit, ben écoute, il n'y a pas cette histoire-là. Puis malgré tout, cette année, on est rendu à quoi, là? Je peux les regarder, les francophones, là. Thomas Chabot, Derek Brassard, Mathieu Joseph, Claude Giroux, évidemment, mais même Travis Hamonic, qu'on peut compter. Français, puis, oui. Julien Gauthier qui vient d'arriver. On est à 6-7 francophones qui ont porté l'uniforme des sénateurs cette année. Donc oui, en partant de là, si tu as le tiers de ton équipe qui parle français, ben, on n'a pas le choix de dire qu'on s'est amélioré. Par contre, est-ce que l'expérience client, quand tu t'en vas au Centre Canadian Tire, est à la hauteur pour les francophones? Non. Mais je dirais au SEG qui respecte beaucoup plus, selon moi, et là, je pèse mes mots, la clientèle francophone depuis le retour du Rouge et Noir, puis même avec, il y a eu le Fury, puis là maintenant l'Atlético Ottawa, qui n'est pas une propriété d'OSEG, mais qui joue dans les mêmes installations. L'expérience francophone, au point de vue annonceur, tout ça, est excellente, mais j'ai bien de la misère, moi, à aller m'acheter une bière puis un hot dog en français quand même à la place TD. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, toutes les concessions, tout ça, ça soit dans les deux langues? Je pense pas, parce qu'il y a une réalité quand même de recrutement de personnel. Hey, on est en pénurie de personnel dans tous les secteurs maintenant. Hey, si tu dis on a besoin de 512 employés par match puis 512 bilingues, je pense que c'est mission impossible. Mais est-ce qu'on peut tendre vers de plus en plus une expérience où tout va se faire dans les deux langues, l'annonceur, ça s'est beaucoup amélioré aussi du côté des sénateurs, mais moi, ça part vraiment plus des communications. Il faut que ton Twitter, ou bien tu en as un qui tweet ou qui gazouille, entre guillemets, de façon bilingue, ou que tu as deux comptes. Je pense que ça serait beaucoup plus simple pour eux d'avoir juste un compte bilingue. Là. Il y a tellement de partisans qui suivent ça. C'est quand même inconcevable que, puis ça, JP Ford, il est très fort de remarquer les petits détails par rapport à ça, qu'une équipe de la Ligue nationale, quand on parle pour la portion francophone, là, utilise Google Traduction, puis c'est flagrant, là, c'est... Pour les quelques fois qu'ils nous sortent quelque chose en français, c'est ça, là. Mais, par contre, tu sais, c'est ça, moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, puis d'être positif, puis... au moins, avant, il ne faisait même pas, JP. Comme avant, il essayait même pas. Puis, je veux dire, tu as raison. Tant qu'à tweeter, tant qu'à faire des communiqués, tout ça, il faut que ça soit bien fait. Puis, c'est là que j'espère. On parlait de Ryan Reynolds tantôt. Je pense pas qu'il parle français, Ryan Reynolds, mais il a été élevé une bonne partie de son enfance dans la région ici. Il connaît la réalité canadienne. J'espère que rapidement, ils vont se dire, OK, ben là, il faut qu'on mette quelqu'un temps plein ses communications en français, puis les relations avec les partisans, puis la présence dans la communauté. Puis je pense que ce que je pourrais reprocher le plus aux sénateurs dans les dernières années, c'est le manque de constance sur l'effort. Puis à leur défense, comme dans plusieurs autres secteurs, la pandémie n'a vraiment pas aidé. Sauf qu'il y a quoi? Il y a 5-6 ans, peut-être à l'époque de Jean-Gabriel Pajot, des belles années de Pajot, tout ça, on a eu, puis Brassard était là aussi dans son premier passage, Vermette, c'est un peu plus tôt, mais il n'avait pas fait ça encore. Il y avait vraiment un désir, tu sais, les espèces de... il appelait ça les tournées communautaires. Là, il envoyait un joueur. Tu sais, Pajot en a fait beaucoup parce que c'était un des seuls de l'Outaouais, mais il y a eu Marc Méthode aussi à Ottawa. Mais il envoyait Pajot devant un Canadian Tire, puis il rencontrait des jeunes, puis il signait des autographes, puis il vendait des t-shirts, tout ça. Mais ça se faisait pendant 2 ans, puis là, tout d'un coup, boum, ça disparaît, on n'en fait plus. Cette année, ils l'ont fait ça dans les tournées Canadian Tire. Mais uniquement dans la ville d'Ottawa. Ben, c'est ça. C'est un effort qui est simple et facile. Puis il faut qu'ils reviennent à ça, je pense, pour aller chercher cette base de partisans-là qui n'ont toujours pas pu se gagner en Outaouais ou se gagner suffisamment. Là, on parle souvent du fait qu'il y aurait un 60-40 ou disons 65-35 partisans du Canadien et des sénateurs en Outaouais. Ça, c'est les sondages qu'on a fait, nous, à Radio-Canada, il y a des années. Je pense pas que ça a augmenté, malheureusement, même si les sénateurs et le Canadien, ça n'a pas mieux été sur la glace, là, à part appelons ça une run, cette aventure-là jusqu'en finale qui n'aurait jamais dû arriver vraiment. Là, aidé par la pandémie, il était rentré par la porte d'en arrière en série. Mais il y a tous ces petits efforts-là, puis on utilise toujours le terme effort. Je pense pas que c'est des efforts, c'est juste de le faire. C'est quelque chose qui est facile à faire. Si tu dis à tes joueurs en début d'année, « Hey boys,
on a 5-6 gars qui parlent français, là, on a besoin de vous, un par mois, là. On va en envoyer un par mois, là. Ça fait que 2 fois dans l'année, vous allez à la Gatineau rencontrer des partisans. Ça se fait super facilement, puis les gars, ils veulent le faire. Thomas Chabot, là, il est allé porter là, des milliers de dollars cette année à Moisson-Outaouais. Oui, c'est vrai. Il est arrivé là avec son chèque, il a donné des entrevues à tout le monde, il était content, il dit il faut le faire, il faut qu'on soit là davantage, les gens parlent français ici, ça me fait plaisir. Fait qu'il faut qu'il y ait ce sentiment-là davantage, de dire ouais, ça serait cool de les envoyer dans la communauté. Puis ça peut, je ne sais pas combien de temps Pierre Dorion, comme directeur général, a encore avec cette équipe-là, selon les nouveaux propriétaires. Mais tu sais, c'est un francophone. C'est un francophone de la région. Il faut qu'on le sente. Il faut qu'on le sente dans des conférences de presse aussi. Tu sais, moi, à un moment donné, je lui ai parlé du fait il y avait une fâcheuse tendance quand il répondait à une question en français, puis souvent, il y en a maximum 5-6 parce qu'on n'est pas des médias très, très nombreux. Il commençait en français, puis là, I will say this in English as well, so everybody understands. Mais là, moi, je viens de perdre ma clip, là, je peux plus l'utiliser. C'est correct, il veut parler aux deux, mais fais tout ton... Tu sais, réponds-nous en français, puis après, je vais répéter ça. Mais dis-le pas en plein milieu, tu sais. Tu verrais jamais ça en anglais, dire « Hey, that's a good question. » Je vais dire ça en français, par contre, là, pour que tout le monde comprenne. Puis finir ta réponse en anglais, tu ne le verrais pas. Donc, on a un marché particulier. Montréal a le même marché, même si c'est la majorité francophone. Tout se fait dans les 2 langues, là. Donc, on devrait être capable d'avoir intégré ça depuis 25 ans, que surtout quand on a des joueurs francophones, on peut laisser place aux Français. Puis oui, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais les gars, ils veulent le faire. Ils se disent pas « j'ai pas le goût de parler dans ma langue. » C'est pas vrai. Il n'y a personne qui n'a pas le goût de parler dans sa langue. Une affaire qui nous avait... Ben, selon moi, c'était flagrant, puis corrige-moi si peut-être je me trompe, mais on en avait parlé au début de l'année quand Claude Giroux est arrivé. On l'a vu apparaître à certains endroits, des événements à Ottawa du côté anglophone, mais j'ai pas eu connaissance qu'il ait traversé même la rivière pour aller à un tel festival en Outaouais francophone, ou etc. Mais pourtant, Claude Giroux et Gatineau, ça va ensemble. Oui, à 100%. Et là, je sais pas... Tellement... En défense, si on voulu le protéger un peu, parce qu'écoute, dès qu'il y a eu l'annonce de la signature, sa présentation, il était sollicité de toutes parts. Tu vois, quand il a été nommé, il a été en entrevue chez nous à la radio. Donc, ils ont fait leur travail de communication en présence. Je peux pas te répondre à ce qui a été à Gatineau, peut-être pas, mais à un moment donné, il voulait gérer un peu. Je peux te comparer ça, par exemple, avec l'Atlético Ottawa. L'an dernier, Maxime Tissot a été souvent demandé. C'est le gars de la place, c'est un francophone par les médias francophones. Puis on a un peu le même principe avec Drew Becky puis Carl Howard, qui ont des liens avec Ottawa plus fermes du côté des anglophones. Mais à un moment donné, les relations publiques disaient on va essayer de vous donner quelqu'un d'autre. Fait il y a ça, mais effectivement, ça vaut cher d'avoir des gars comme ça qui sont bons avec le public, qui sont bons sur la glace aussi, bien évidemment. Là, dans le cas de Giroux, quand on dit il vient d'atteindre 1000 points en carrière dans la Ligue nationale, il l'a fait avec l'équipe de sa ville, pas natale, mais où il a été élevé. Toute l'histoire s'écrit toute seule. Depuis son arrivée, tout ce qu'il a fait cette année, ce qu'il va continuer de faire pour les 2 prochaines saisons. Fait qu'effectivement, il faut les mettre de l'avant. JP, tu as raison, encore plus dans ce qu'on est capable de faire. Parce que c'est certain, la job, le travail des gars de relations publiques, c'est de protéger ces gars-là aussi parce qu'ils ont beaucoup de demandes. À gauche, à droite. Souvent, je discute avec des amis ou des gens du public qui sont tout le temps « ils font pas assez de ci, ils font pas assez de ça. » Ils sont payés des millions pour faire ça. Puis je leur dis « Ouais, mais vous essayerez, vous, là, à partir du mois d'août jusqu'au mois de juin, là, à peu près, selon ce que tu fais, puis tes séries, puis tout ça, d'avoir ton horaire réglé au quart de tour, de jamais avoir un mot à dire sur rien, sur l'heure à laquelle tu vas manger, tu vas aller faire ta sieste, tu vas être à l'entraînement, t'es-tu habillé, c'est mentalement, là, être athlète professionnel dans la Ligue nationale de hockey ou dans tout autre sport, c'est vraiment éreintant. Les gens n'ont pas conscience de ça souvent. Eux, ils voient le gars qui se pointe à 7 heures sur la glace avec son uniforme, puis qui est pourri à soir ou qui est très bon à soir, mais ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière ça pour arriver à ça. Puis le fait que ton horaire, puis tu es souvent loin de ta famille, tu pars dans la Ligue nationale, c'est un horaire qui est exigeant aussi, là, 82 matchs, c'est beaucoup. Ouais. Ils ne voient pas tout ça, souvent.
Puis, tu sais, du côté de ces efforts-là, ce que Marco Poulain, qui a travaillé pour les sénateurs un bout de temps, nous disait, puis tu sais, un peu à la défense des sénateurs, c'est que oui, des fois, comme on disait, le côté francophone, il faut que ça vienne quand même de haut, puis que ça dans l'organisation, puis que ce soit comme une priorité, puis que ce soit poussé. S'il y a personne qui back ça, ça va comme jamais être une priorité, mais qu'au bout du compte, c'est tellement une équipe qui, dans les dernières années, tenait à un petit deuxième étage, pas beaucoup d'employés, chaque département pas beaucoup d'employés, puis que tout d'un coup, oui, peut-être c'est une priorité, mais là, on n'a pas vendu assez de billets pour tel match, on abandonne tout ce qu'on est en train de faire, puis on se force à essayer de vendre des billets. Fait que tout ce qui était planifié, tout ce qu'on pensait que peut-être qu'on pourrait faire, que peut-être que ci, que peut-être que ça, ben ça prenait le bord. Fait que on peut juste espérer qu'un nouveau propriétaire qui bâtit un deuxième étage avec des personnes de confiance, qui va faire une pyramide qui a un peu plus d'allure, puis des secteurs de marketing, puis quelqu'un qui en arrive en haut de tout ça, comme pour ne pas le nommer, là, quelqu'un dis-le. un Ryan Reynolds qui est beaucoup allumé côté marketing, qu'on l'a vu faire des coups un peu quasiment de génie avant, qu'on peut pas faire passer qu'autrement que c'est quelque chose sur lequel il risque d'accrocher, là, tu sais. Puis que finalement, on voit peut-être un peu plus. Parce que, tu sais, ça fait tellement longtemps que c'est discuté, tellement longtemps que c'est reproché, puis qu'on voit, ça va prendre un changement comme ça, je pense, là, vraiment de groupe de propriétaires, pour que finalement, il y ait une différence notable. C'est un excellent point, Pascal, parce que il y a ce qu'on peut reprocher à l'organisation de ne pas avoir fait en raison d'un manque de financement ou de moyens, effectivement. Il y a ce qui coûte rien. Respecter les partisans, leur démontrer, entre guillemets, l'amour de la langue, de leur langue maternelle, ça coûte rien. Puis j'en connais beaucoup dans les dernières années qui ont abandonné cette équipe-là parce qu'ils ne se sentaient pas respectés. Puis quand tu t'en vas encourager une équipe, c'est pas gratuit encourager une équipe. Souvent, c'est un gros investissement. T'es un fan, un vrai partisan, tu vas aller au match, tu vas dépenser la bière, hot dog, tu achètes des chandails à tes enfants, etc. Il faut que tu te sentes respecté par cette équipe-là parce que c'est toi qui es nourri finalement. Tu sais, on dit tout le temps, c'est des millionnaires. Ils ne seraient pas millionnaires sans nous. Je m'exclus, mais sans nous, les partisans. Et pour le reste, le financement ou les moyens que tu injectes, ben effectivement, c'est des propriétaires avec des poches profondes, ben ça va être plus facile de mettre en place un processus ou une pyramide de gestion où tu te dis, ben regarde, toi, tu es payé 60 000 par année, là, puis ta seule job, c'est de parler aux gens d'Ottawa-Gatineau en français, puis d'amener le plus de francophones possible à l'Arena, au Centre Canadien Tire ou au Nouvel Arena des Plaines-le-Breton, s'il y en a un, tu sais. Parce que je regarde juste le groupe au SEG, là, quand on dit moi, tout de suite, je l'ai vu tout de suite, là, qui avait fait vraiment un plus gros effort, puis qui avait été chercher vraiment des bonnes personnes pour le côté francophone, des gens bilingues, même comme annonceurs, puis tout ça. Ben, écoute, quand je voyais, là, même de Gatineau, à partir du Rapibus, les autobus pleins pour aller au match du rouge et noir, là, tu sais. Fait que je pense que les efforts qui ont été mis de ce côté-là, d'après moi, ça a été récompensé. Des fois que j'étais allé au match, il y avait beaucoup de gens de Gatineau quand même. Et encore là, c'est toujours un travail c'est un travail perpétuel. Là. Tu regardes le Rouge et Noir, là, les 2 dernières années, bon, il y a encore là, je répète, il y a eu la pandémie qui n'a pas été facile, là, sauf que reste qu'on ne fait plus des matchs à guichet fermé en claquant des doigts comme ça, comme les 2, 3, 4 premières années. Là, c'est un travail, sauf que justement, le travail, il est moins éreintant quand tu t'es fait une base de même, comme tu viens de dire, Pascal, importante des deux côtés. Bon, il y a aussi l'aréna ou dans ce cas-ci le stade qui est beaucoup plus le fun à aller là, en termes de proximité puis même de déplacement. Quoique, des fois, c'est un bordel aussi avec les autobus là-bas aussi. C'est fou des fois, ouais. Mais tu as une base de partisans qui va être moins difficile à raccrocher si elle décroche des fois. Oui, les performances font en sorte que, bon, j'ai des billets de saison, ils perdent toute l'année, ils finissent 4-14, j'ai pas le goût d'aller à Atlas TD à la fin de l'année. Mais pour le reste, l'année après, quand tu recommences à zéro puis tous les espoirs sont permis, ben tu reviens quand même, tu sais, si tu as du plaisir puis tu te sens respecté par l'organisation. Mais est-ce que un avantage que le Rouge et Noir a,
c'est que les Alouettes de Montréal n'ont pas le monopole jusqu'à Gatineau, si je peux dire. Le public de Gatineau est plus facile à aller chercher. Tu as raison en termes historiques, parce que les Alouettes ont moins d'histoire, mais moi, quand je suis arrivé dans la région, là, la majorité des partisans de football de l'Outaouais étaient des partisans des Alouettes. Oui, je pense que oui. Mais est-ce que le sentiment est aussi puissant? Non, que c'est ça? C'est là que tu as raison. Le sentiment est pas aussi fort parce que ça fait pas 100 ans que ta famille appuie une équipe. Puis l'histoire aussi des Alouettes, c'est pas l'histoire de la défense des droits des francophones, puis Maurice Richard, puis Guy Lafleur, puis tout ça. Mais reste que tu avais une équipe qui était quand même implantée dans un sport que les gens aiment. Puis s'il allait voir un match des Alouettes, il faisait un match de football, il faisait 2 heures pour aller voir les Alouettes, puis c'était ça. Mais ça a été beaucoup plus facile, oui, tu as raison, parce qu'il n'y avait pas un sentiment d'appartenance aussi grand, mais reste que s'il n'avait pas fait le travail, le Rouge et Noir, en arrivant, il n'aurait pas eu de succès auprès des francophones de Gatineau quand même. Exact. C'est vrai. Ils l'ont fait, puis c'était important pour eux. Puis le nom d'équipe qui était important, puis quand il y a eu la controverse au début là, avec Joe Muffera, la fameuse mascotte, c'est ça, on l'a réglé, puis on a été à l'écoute de la communauté puis des partisans francophones rapidement en arrivant, ce qui n'est pas toujours le cas pour les sénateurs, je crois. Ben, tu me dis ce que tu en penses, mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que entre Toronto et Montréal, la seule façon que cette équipe-là va réussir à sortir la tête de l'eau, c'est avec un Ryan Reynolds. Tu aurais la meilleure équipe de communication. Absolument. Le meilleur plan marketing sur la Terre. T'es pas proche de prendre le dessus dans la région. Aussi triste que c'est à dire. Mais si tu arrives avec vraiment quelque chose qui est out of the box, qui peut t'amener complètement ailleurs, là, tu as une chance de te démarquer. Puis c'est pour ça que moi, je suis tellement dans le train Ryan Reynolds. Ben c'est sûr que Ryan Reynolds a ces cartes-là vraiment différentes de plein d'autres investisseurs qui voudraient mettre la main sur cette équipe-là. On a parlé rapidement de Wrexham tantôt, mais c'est ça, puis il l'a fait avec Aviation, je pense, là, son gin, avec plein d'affaires. Il y a ces cartes-là. En même temps, n'importe qui fait un petit peu la même logique de marketing, puis ça peut réussir aussi. Il n'y a pas la carte vedette d'Hollywood nécessairement, mais quand tu es un milliardaire, là, si tu n'as pas les moyens de trouver une méchante bonne équipe marketing, puis de respecter tous tes partisans, puis de créer une ambiance le fun dans l'aréna, c'est pas vous puis moi, les boys avec notre salaire, qui va aller faire ça. Quand tu as des milliards en poche, tu peux le faire, là, mais c'est certain que Ryan Reynolds... Ben oui. Il arrive ici comme, tout le monde va vouloir aller prendre des photos avec lui. Tout le monde l'a déjà fait à ses 2 visites des derniers mois. Ça devient un centre d'attraction. Ben oui, c'est une mascotte en quelque part. C'est ça. Puis que nous, ici, on parle de Wrexham, c'est comme si que, je sais pas moi, en France, ils parlaient des Chiefs de Laval dans la Ligue nord-américaine ici, là, tu sais. Ça fait aucun sens, là. Exactement. Que son équipe soit connue comme. Il y a juste lui qui a été capable de faire de quoi comme ça, là, tu sais. Ouais. Mais par contre, ta métaphore est bonne, puis en même temps, est boiteuse dans la mesure où le hockey. Non, mais c'est parce que le hockey n'a pas ce pouvoir d'attraction-là mondialement, tandis que le soccer, le football, là, puis c'est pour ça, sauf qu'effectivement, il a pris Wrexham, comme tu disais, de rien. Là, c'est une équipe de 5e division, c'est les Chiefs de Laval du soccer, puis il l'a amené, mais avec du Expedia comme partenaire, Uber, son gin, etc. Sky's the limit, là, si ce gars-là vient à Ottawa. Puis effectivement, tu as peut-être des partisans qui sont, appelons ça des partisans mous des Leafs ou du Canadien, qui là feraient comme « Hey, les sénateurs, c'était pas cool, mais les sénateurs à Ryan Reynolds, ça, c'est cool, hein, s'il vous plaît, fait que je vais y aller. » Mais moi, je pense que ce qui est vraiment le public cible que les sénateurs n'ont pas été capables d'aller chercher depuis 25 ans, pour vrai, c'est les familles. Mm-hmm. Comme le Rouge et Noir l'a fait un petit peu, puis comme les 67 à une certaine époque, même si c'est un peu plus chancelant au niveau de la billetterie depuis quelques années, les 67 d'Ottawa l'ont fait. Quand toi puis moi, on amène nos 2 filles, nos 2 enfants à l'aréna, puis qu'on leur achète un chandail des sénateurs, un chandail de l'Atlético, un chandail des 67. On mange pas pour une semaine après, là. Ben, il y a ça, sauf que aussi, ils se rappellent, leur chandail, il est là, puis ils disent moi, les petits vont être partisans pour toujours, là, tu sais.
Moi, le premier match, je suis allé voir de hockey de la Ligue nationale. C'était un match du Canadien de Montréal contre les Penguins de Pittsburgh. J'étais fan de Jaromir Jagr, Mario Lemieux, jusqu'à ma mort là, à ce moment-là, là, quand dans ma tête d'enfant de je sais pas, j'avais quoi, 8, 9, 10 ans. Là. Mais c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut que tu mises pour pas juste avoir des partisans lors des matchs contre le Canadien puis les Leafs de ces parents-là qui sont partisans des Leafs puis du Canadien. Il faut que tu les forces à aller à l'aréna avec leurs jeunes enfants qui vont devenir dans une génération ta grosse base de partisans pour les années à venir. Moi, je me souviens quand j'étais à l'Université d'Ottawa, on avait des prix rabais pour des étudiants. Je pense que c'est revenu cette année, mais j'avoue que pour les familles, c'est moins évident. Mais ça reste quand même pas si cher là, à Ottawa. Je veux dire, on est gâtés. Non, c'est sûr. Moi, tu parles quand j'étais étudiant, là, j'étais pas journaliste sportif. J'y allais souvent au Sénateur parce que j'ai toujours dit, là, c'est probablement l'aréna où dans le pit, entre guillemets, dans les derniers sièges, tu vois super bien au centre Canadian Tire, qui était la place Banque Scotia, le centre Corel à l'époque, peu importe. Mais ça coûtait 15$ là, à l'époque, il y a 20 ans environ. Tu peux encore aller voir un match des Sénateurs souvent pour 25$ là, dans la zone Coca-Cola ou autre. C'est pratiquement le prix d'un match de hockey junior. Tu vois les meilleurs joueurs au monde. Là. Je viens de m'acheter un billet debout pour la deuxième ronde des Olympiques. OK, c'est en play-off. Et ça monte à quasi 30$. Ça, c'est 28, 29, là, tout inclus. Là. Fait que là, je me dis, wow. Là, ils ont dû augmenter, je sais plus. Ils augmentent un peu pour les playoffs. Ils ont augmenté un peu le prix des billets parce que je pense que c'était 23 ou 24$. Parce que je suis allé en première ronde avec mes filles. Puis ce qui est bien, tu vois, justement, aux Olympiques, c'était 5$ le billet pour les petites. Là. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est des bonnes promotions. Sur le hot dog, le pretzel, la barbe à papa, la slush. Mais au moins, comme justement, c'est ce que je dis, t'es amènes là, puis après, ma petite fille de 3 ans, elle criait « Go Olgo ». Elle n'avait aucune idée c'était quoi, mais là, maintenant, elle va crier « Go Olgo » le reste de sa vie, je pense. Fait que c'est là que tu bâtis la génération de partisans de demain. Là. Et c'est au-delà du prix, il y a tout le processus pour se rendre à l'aréna, veux pas, là. Qui, personnellement, aussi, j'ai envie de dire, n'est pas... dépendant d'où tu pars, là. Mais comme moi, sur mon téléphone, moi, je pars du Lac-Saint-Jean, puis ça se passe très bien. Ouais, mais toi, tu y vas une fois par l'année. Tu couches dans l'hôtel à côté, puis tu marches. Le premier 6h30, là, ça roule, pas de trafic. T'embêtes. Non, mais mon téléphone me dit tout le temps... j'ai genre l'horaire des matchs dans mon calendrier, puis ça m'envoie une notification, puis ça me dit, puis c'est programmé à l'adresse de mes parents à Saint-Albert. Puis ça me dit toujours... le trafic est lourd, pars tout de suite. Ou ça va te prendre tant de temps. Tu aurais dû partir hier. Aujourd'hui, de Saint-Albert, pour aller voir le match, tantôt, ça me disait pars 2h38 d'avance. Ah voyons. Mais pour un match qui commence à 7h, partir 2h30 d'avance, c'est parti à 4h30 l'après-midi, un soir de semaine, ça là. Non, ça marche pas, c'est certain. En même temps, ça dépend toujours d'où tu habites dans la vie. Tu sais, les gens de Canada sont à côté. Puis quand les gens de Canada vont aller au centre-ville, ils vont dire « pars tout de suite aussi pour arriver à l'heure. » Je suis d'accord. Tu sais, c'est juste qu'effectivement, quand tu seras au centre-ville, du côté de l'aréna, tu es plus près d'une plus grande part de la population des deux côtés de la rivière. Puis c'est ça qui finit par être payant. Mais je pense que oui, toutes les équipes de tous les sports veulent être au centre-ville, veulent être le plus près possible des transports, du gros de la population. En même temps, ton meilleur marketing, c'est la victoire. Tu sais, quand je suis arrivé dans la région, puis à l'époque, je travaillais uniquement à la radio, mais je n'étais pas au sport, sauf que les séries, tu sais, 2003, 2004, 2005... Et puis après 2007, la finale, l'aréna était plein. Là. Puis l'aréna était plus gros que maintenant. Là. Il comptait autour de 20 000 à l'époque là, avec le Club Bell qui ont rajouté puis tout ça. Là, exactement. En haut, là, exactement. Fait que, tu sais, quand tu gagnes, c'est le meilleur marketing. Les gens vont la faire, la route, pareil. Puis c'est un peu ça, les Olympiques de Gatineau en ce moment. L'équipe est le fun d'avoir joué, elle gagne. Tu sais, dans 3-4 ans, là, où en fait, peut-être même dès l'année prochaine ou l'autre année d'après, là, quand on va recommencer le cycle junior obligatoire, tu sais, Papy sera peut-être pas il serait peut-être pas plein tout le temps. Là, là tu as 5000 personnes par match, puis les billets se vendent comme des petits pains chauds, c'est sûr. Et c'est ça dans le monde du sport. Puis c'est ça, je te dirais,
Au Canada, en général, on a une foule particulière dans le monde du sport, à part le Canadien puis les Leafs, qui sont... Puis même eux, ils ont eu des années, j'appellerais pas ça de vache maigre, des années moins remplies. Oui. Mais c'est les deux seules équipes au pays qui peuvent remplir leur aréna. Bonhomme allant, gagne ou perd, il va toujours avoir du monde. Parce que, bon, tu as la population qui est 2 fois plus grande qu'ailleurs à Toronto, puis Montréal qui est quand même importante. Puis tu as l'histoire, puis tu as la tradition qui fait ça. Mais tu sais, les Alouettes de Montréal, c'était plein au stade Percival Molson quand ils sont déménagés là, mais ça coïncidait avec des années de victoire. Ouais. Après, on a de la misère à le remplir, là, le stade Molson, depuis qu'il est agrandi, parce que les Alouettes ne gagnent pas. Mais c'est la même chose avec l'Impact de Montréal, bon, le CF Montréal maintenant, c'est la même chose avec le Toronto FC, c'est la même chose partout au pays, dans tous les sports. Si l'équipe ne gagne pas, tu ne fais pas des matchs à guichet fermé. Ça, c'est très particulier du Canada. Boston, les Red Sox, ils n'ont pas gagné pendant 80 ans, mais Fenway Park était toujours plein pareil. Mais pas dans des marchés canadiens, dans plein d'autres sports. Là. Juste cette année, on le voit dans l'aréna. L'équipe n'a pas gagné autant qu'on aurait voulu, mais... C'est une amélioration l'amélioration qu'il y a eu, l'espoir qu'on veut pas qu'on commence à voir, ben là, les gens semblent... Ça revient. De plus en plus motivés, puis on en a eu des sales-combes, puis je pense, j'ai pas eu connaissance d'une soirée où on avait l'air fou nécessairement, là. Ouais, ben écoute, il y avait beaucoup plus de détenteurs d'abonnements de saison, déjà, vu qu'il y a eu tout ce hype-là dont tu parlais, cet engouement-là autour de la signature de Giroud. Le Summer of Pierre. Exactement, oui. Ce Summer qui aurait peut-être voulu amener jusqu'en Summer 2023, mais... C'est ça. Il avait fait son travail d'une certaine façon. On pourrait se reparler de ce qui a manqué là, dans un bilan, sauf que reste que il avait fait ce travail-là qui a aidé le plan marketing pour avoir une meilleure base de partisans réguliers qui allaient à l'aréna. Donc, c'est sûr que tu as l'air moins fou quand tu as 2 fois plus de partisans qui sont là à chaque match. C'est sûr que tu vas être capable d'avoir l'air moins fou sur la grosseur de ton aréna. Tu sais. Tu parles de bilan, là. T'en fais quoi cette année? Au moment où on enregistre, il reste une couple de matchs. Quand l'épisode va sortir, la saison va être finie. Ça change pas grand-chose sur la fin de l'année, mais t'en fais quoi du bilan de cette équipe-là cette année? C'est un bilan en 2 temps, je te dirais, parce que le premier bilan fort simple, c'est que c'est un échec, parce que tout le monde a dit c'est les séries qu'on vise, avec tous les changements qu'on a fait, il n'y a pas de raison. En même temps, on a vu les lacunes puis ce qui manquait dans le plan de Pierre Dorion. Est-ce que tu peux dire, tu sais, il manque quoi, 8, 9 points, mettons, là, disons, arrondissons, là, disons 10 points là, au Sénateur pour faire les séries, c'est 5 victoires ou 10 défaites en prolongation de plus. Ouais. Il manquait quoi pour avoir ça? Est-ce que Josh Norris, s'il avait joué, il aurait été capable d'aller chercher 2-3 victoires de plus? Est-ce que Cam Talbot, s'il avait été plus constant, c'est un autre 2-3 victoires? Ben là, tu te dis, tu as exactement ce qu'il fallait pour qu'il fasse les séries dans le plan de Pierre Dorion. En même temps, la job de tout dirigeant de la Ligue nationale, puis dans tous les autres sports, c'est de prévoir aussi que tu vas avoir des gars qui vont être blessés. La profondeur, c'est ça. On a vu que la profondeur était difficile. Ouais, exactement. Et peut-être même aussi, sans parler nécessairement de profondeur, je pense qu'il avait surestimé de beaucoup son 4e trio, qui aurait peut-être pu apporter un peu plus. Mais quand tous tes gars sont pas dans la bonne chaise, Pinto qui se ramasse sur le 2e trio, Chabot qui malgré tout a joué beaucoup trop de minutes, beaucoup trop longtemps encore en début de saison. C'est tout ça. Puis les gardiens qu'on s'est rendus à 7 gardiens différents à cause des blessures, puis des ci, puis des ça. Ça, c'est pathétique, là. Évidemment. Là, c'est pas ce qu'on avait prévu du côté des Sénateurs, faire jouer 6, 7, 8 gardiens cette année. Mais c'est ça. Est-ce que si tout le monde était resté en santé et avait fait les séries? Moi, je pense que oui. Probablement. Donc, tu sais, il y a quand même cette excuse-là du côté de Pierre Dorion et de l'organisation en général. Mais il faut le prévoir, il faut le prévoir. Avec toutes les blessures de gardiens, on en vient quasiment à puis c'est pas juste cette année, là, ça fait plusieurs saisons qu'on dirait qu'ils sont tout le temps blessés. Y a-t-il quelque chose que quelqu'un fait pas correct à quelque part? Du côté des gardiens, un gros problème, puis on peut remonter à Anderson, c'est qu'on a misé sur des gardiens vieillissants. Tu sais, Cam Talbot, il y a quoi, 35 ans, là?
Puis regarde, moi, j'ai 39 ans. Là. Moi aussi, je me fais mal un peu partout. Fait que, tu sais, oui, on a peut-être misé sur des vieillissants. Puis, on a entendu beaucoup cette année. Hey, si on avait gardé Gustafsson, on ne serait pas là. Mais Gustafsson, il n'y a pas la même défensive devant lui. Non. Donc, moi, je pense que, tu sais, il y a les blessures, mais il y a aussi les gardiens ou la difficulté des gardiens cette année a surtout montré les lacunes défensives qu'on avait encore du côté des sénateurs, des sénateurs d'Ottawa. La défensive et la structure défensive sont pointeront pas ça, non, mais. Exactement. Les avants font partie de la structure défensive. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Il y a la défensive, entre guillemets, des défenseurs uniquement. Ouais. Puis il y a le plan de match sur une structure défensive. Tu sais, quand tu joues à 5 contre 5 dans ton territoire, tous les gars sont impliqués, sont engagés normalement. Mais ça part des deux bords aussi, la qualité défensive. Ça fait fonctionner ou non ton offensive, parce qu'au hockey, tu as besoin de défenseurs qui vont sortir la rondelle du territoire. Tu sais. Fait que ça a touché tous les aspects. Puis là, c'est là qu'on vient à la question, est-ce que DJ Smith est le bon gars pour gérer cette équipe-là l'année prochaine? Puis est-ce qu'il va survivre à un changement de propriétaire? Moi, je pensais sincèrement pas qu'elle allait survivre à cet automne-là. Jamais de la vie. Personne. Je pensais que peut-être qu'on ferait, OK, on donne l'électrochoc au mois de novembre, là, parce qu'on l'avait dit, on peut pas. Cette saison-là a été encore perdue là un petit peu. Ouais. Là, et quand on a eu l'espoir qu'on est allé chercher Chick Run, il a manqué de constance cette année. On gagne 3 matchs, on en perd 5. On gagne 4 matchs, on en perd 6. On n'a jamais été capable d'avoir une majorité de victoires sur 10 matchs, à part quelques runs. Fait que c'est le manque de constance beaucoup qui a fait mal à cette équipe-là cette année. La plus belle exemple, c'est au début du mois de mars où on était si près d'une place en série. Là, on a eu le match contre Chicago que personne se doutait d'une contre-performance comme ça. Le match d'après, on gagne un match significatif contre Seattle puis émotif. On pense tous que les Sens vont prendre un momentum là-dessus. Et là, ils se font 3 défaites en ligne contre les Canucks, les Flames, puis... Cette séquence-là a été catastrophique. Ouais. C'est vraiment là que les Sénateurs, je pense, malgré, on peut revenir en octobre, en novembre, les blessures, blabla. Malgré ça, tu le dis bien, là, au début mars, il était encore dans le game, il était encore dans la course. Ouais. Puis Chicago, il ne pouvait pas perdre ça. Ça peut arriver une contre-performance, mais après, tu perds 4 de ces 5 matchs-là dans un crunch aussi important. Il n'y avait pas d'excuse. Là. C'est là vraiment que ça s'est perdu puis qu'on a fait OK, à l'année prochaine, les boys, là, comme on a eu des matchs significatifs comme on voulait, mais ils ne seront plus pour les 3-4 dernières semaines avant la fin de la saison. Là. Exact. Des hauts incroyables pendant la saison, mais des bas incroyables également. Mm-hmm. Alors, ça résume bien. Ça revient à ça. Un manque de constance. Never too low, never too high, sauf qu'on a eu beaucoup de low, beaucoup de high cette année du côté des Sénateurs. Et on a perdu une année de contrat de Claude Giroux. Pas perdu, là. Non, pas perdu. Il a mis ses bases de leadership, point, il y a eu... c'est ça. Mais ça aurait été le fun d'y donner une première ronde en série, tu sais. Oui, effectivement. Je pense que c'était ce que tout le monde espérait et pensait qu'on serait capable de faire cette année du côté des Sénateurs. En même temps, là, même s'ils avaient fait les séries, là, les Bruins... C'était Boston. Non, c'est sûr. Mais, mais pour le partisan, même pour vous autres, les journalistes, là, juste de pouvoir dire... C'est ça. De mettre fin où ça fait 6 saisons qu'on ne les fait pas. Effectivement, là, je peux pas être plus d'accord avec toi que... Même si on les perd en 4, là, c'est ça. Au moins on a goûté à du hockey de playoff. C'est ça. Ouais. Puis tu peux dire que tu as été éliminé en même temps que les Leafs. Tu sais, ça, selon Chris Wideman. C'est vrai, il a dit ça. Oui. Ça c'était pas... toute une petite mini-controverse là, pour avoir fait jouer le gardien de comment on appelle ça là il bug là. Le gardien de réserviste là, le gardien d'urgence, voilà. Ça a juste offusqué Chris Wideman puis c'est ça. C'était moins pire que le time-out de toute façon, j'avais dit à mes collègues de Montréal l'année passée, si Chris Wideman commence l'année à Montréal, il ne va rien se passer de bon. Là. Il n'a pas fait le club avec les Sénateurs l'année passée, ça ira pas bien à Montréal. Puis effectivement, depuis 2 ans, c'est pas plus facile à Montréal. Là. Hoffman, Wideman, Dadonov, ça va bien. En tous les anciens Sénateurs qui ont fait ici. Jonathan,
on a une petite tradition qu'on appelle les tirs de barrage. Donc, JP Fortin te lance une série de questions. Ça peut être tout et n'importe quoi, et tu réponds comme tu le sens. Excellent. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. Donc, première question. L'article ou histoire dont tu es le plus fier? Eh boy, j'en ai pas mal, mais écoute, c'est super récent, là. L'article dont je suis le plus fier, c'est mon article récent sur le climat toxique du côté du club Unigym à Gatineau. OK. Et là, il faut que je fasse attention à comment je dis les choses parce que c'est pas fini cette histoire-là. Ouais. Puis on sait pas ce qui va arriver, mais donc il y a des entraîneurs, des anciens athlètes qui se sont confiés à moi, certains sous le couvert de l'anonymat, d'autres à la caméra. C'est le type d'histoire qui est vraiment difficile à faire. Puis ils ont reproché certains comportements inappropriés à l'entraîneur-chef Dave Fallon. Donc ce sont des comportements qui écoute, on utilise le conditionnel, sauf qu'il reproche des comportements d'abus psychologiques, d'abus verbal, d'abus physiques. On parle pas du tout là, d'agression sexuelle, là, je tiens à le préciser, mais des comportements qui ont plus leur place en 2023 dans un gym. Protocole de blessures, de commotion cérébrale qui n'aurait pas été respecté à certains moments. Écoute, j'ai travaillé très, très, très fort avec ma collègue Laurie Trudel là, pendant plusieurs semaines là-dessus parce que c'est de la vérification après vérification, de la corroboration de faits, d'événements qui se sont passés. Beaucoup de travail avec le contentieux aussi pour pouvoir sortir cette histoire-là. Donc, j'en suis très fier. C'est une histoire, je pense, qui, tu sais, t'en as pas 1000 en carrière, là, puis j'avais jamais eu ce type d'histoire-là, moi. Parce que vous savez, c'est des histoires qui sont difficiles à sortir parce que souvent, les parents, les athlètes ont peur de ces coachs-là qui ont vraiment entre leurs mains l'avenir de certains jeunes. C'est ça, exact. Ouais. Oui. Puis dans ce cas-ci, on me l'a répété souvent du côté des jeunes puis des parents. Ouais, mais là, si ma fille, elle s'en va, ben son rêve olympique est fini. Mais il y en a combien chez Unigym qui sont allés aux Jeux olympiques dans les 15 dernières années? 0. Okay, fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je suis papa de deux fillettes. Là. Moi, j'accepterais jamais que mes filles soient dans cet environnement-là, présumé allégué. Ce genre de dossier-là un peu plus difficile parce que ça te confronte toi-même à ta propre relation avec les enfants puis tes voix. On les inscrit dans toutes sortes de on peut leur faire essayer plein d'affaires, la natation, le gym, le ci, le ça, le hockey. Puis le hockey, on a parlé il y a quelques épisodes. On a un peu le même genre d'histoire qui sort un peu partout. On a entendu parler, là, c'est ça, je coutumais avec Richard Martel qui avait un peu le même genre de mainmise puis d'abus peut-être plus psychologiques puis tout ça sur les joueurs. Fait que de faire des recherches, d'aller pousser profondément puis interviewer des parents qui ont vécu ces histoires-là, ça doit être confrontant au niveau personnel aussi. Oui, puis je tiens à dire là-dessus justement que c'est pour moi, tu parles de Richard Martel, pour moi, il y a une évolution aussi dans les méthodes, dans ce qu'on fait, puis tu sais, mettons ce qu'un entraîneur faisait en 2005 au hockey ou dans d'autres sports, je veux pas le juger avec les yeux de 2023. C'est ça. À part si on parle d'abus physiques ou sexuels, ça, c'est d'autres choses. C'est jamais acceptable. Non. Par contre, des méthodes de coaching, ça a tellement évolué dans les 15-20 dernières années. Le problème, toutefois, est dans le cas qui nous préoccupe avec Dave Fallon. C'est aujourd'hui. C'est que, il y a eu des avertissements, il y a eu des interventions, puis là, 2010, 2015, 2018, 2020, là, tu te dis, tabarnouche, 2022, ça se fait encore. Mais dans son cas, où ça se ferait encore, dans son cas ou dans le cas de n'importe quel autre entraîneur dans n'importe quel autre sport, s'il y a des faits allégués comme ça qui se vérifient et qui ne sont pas acceptables, c'est là que le problème, c'est la constance dans la continuité de certains gestes qui est problématique dans certains cas ou qui serait problématique. Un sujet très délicat. On sait qu'en 2023, le numérique est très présent. Pour toi, avec un café à la main et ta tasse dans la brigade, aimes-tu mieux lire un journal papier ou électronique? Moi, je suis encore abonné au journal Le Droit du samedi matin. J'ai ma version papier. Je suis pas abonné au journal de Montréal, mais quand je vais chez mes beaux-parents qui le sont, je suis très heureux de prendre mon journal. Donc, pour répondre très simplement à ta question, c'est papier journal dans les mains.
Moi, quand j'étais enfant, mes parents étaient abonnés à la presse. Ils me gardaient de côté la section sport. Je la lisais avec attention, avec les Ronald King, les Régent Tremblay, les Mathias Brunet, etc. Donc oui, papier, 100% papier. Par contre, évidemment, l'environnement médiatique de 2023 fait en sorte que, évidemment, ça se passe tout par le numérique. Puis moi, j'en fais partie parce que tout ce qu'on fait, radio, télé et articles maintenant, se retrouve sur notre site web, radiocanada.ca. Puis on n'a pas le choix, ça passe par là maintenant. Mais c'est beaucoup le plaisir de la lecture papier est inégalable. Là, j'ai pas de plaisir. Je lis tout sur mon cellulaire ou sur mon ordinateur, mais j'ai beaucoup moins de plaisir à lire ça sur mon cellulaire. Là. On peut pas prendre de café de façon numérique, fait que t'as pas le choix, ça te prend ta tasse de la brigade. Exactement, pour prendre ton café, fait que ça va rester. Avec un 7-Up 0 en ce moment. Là, c'est bon. Je l'ai. Tu aimes beaucoup Jaromir Jagr ou Mario Lemieux au niveau hockey, mais pour toi, ton idole de jeunesse au niveau sportif, tout confondu, c'est lequel? Écoute, on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est un grand joueur de soccer et un gros intéressé du soccer aussi, je pense. Hein? Fait que, justement, puis je fais de la boxe aussi. Okay. Puis, écoute, je vais t'en nommer plusieurs. Là, si on reste dans le hockey, comme tu as dit, Jaromir Jagr, Mario Lemieux, Patrick Roy, parce que j'étais à Montréal, le Canadien a gagné la Coupe en 93, tout ce qu'il a fait en 86-93, c'était une idole, puis c'est probablement le gars de qui j'ai le plus de cartes de hockey que j'ai encore chez nous, que j'ai récupéré, mon jeune frère qui m'avait volé mes cartables, là, je les ai récupérés, ça vaut de l'argent, ça. Hein? Vraiment? Fait que j'ai récupéré ça. Sinon, écoute, j'ai eu la chance parce que je jouais au soccer élite à l'adolescence. En 98, je suis allé en France pour la Coupe du Monde. J'ai vu jouer. Cool. J'ai regardé Fabien Barthez. Moi, j'étais un gardien de but. C'est étonnant la taille que j'ai. Là. Je suis 5 pieds 8, gros maximum. Mais donc des gros quand j'étais élite, plus jeune, je jouais comme gardien de but. J'étais un gardien pas pire, mais il me manquait 5-6 pouces pour être un gardien excellent. Mais Fabien Barthez, c'était un petit gardien. Donc, tu sais, je m'identifiais à lui aussi, donc avec son parcours, avec la victoire de l'équipe de France, Fabien Barthez. Puis pour la boxe, en 2 temps, il y a eu Arturo Gatti quand j'ai commencé à regarder la boxe, puis il y a eu Éric Lucas pour vraiment il me faisait penser à Rocky, Éric Lucas, parce que c'était pas le meilleur boxeur, c'était pas le plus talentueux, c'était pas le plus beau, mais quand il est allé affronter Fabrice Thiaudot en France, puis à la fin, les gens criaient Lucas. C'est là que moi, c'est dans ce temps-là que j'ai commencé à regarder la boxe là, davantage, puis j'étais comme, wow, OK, c'est vraiment un scénario à la Rocky, là, le petit Québécois que personne ne voit aller gagner, puis finalement, il gagne le respect de toute la foule, puis les gens crient son nom. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc, longue réponse courte. C'était Stéphane Ouellette qui était peut-être promis un plus grand avenir, tu sais, comme tout le monde voyait un talent de boxe naturel, mais que t'avais lui qui exploitait pas son talent puis qui le gâchait quasiment, puis t'avais Éric Lucas qui lui avait beaucoup moins de talent, mais tellement plus d'efforts, tellement plus de sérieux. Si Stéphane Ouellette avait eu le sérieux, et tu sais, avec les Si on va à Paris, mais s'il avait eu le sérieux, puis la rage de vaincre, puis la discipline d'Éric Lucas, puis ça, tu vois ça avec plein d'autres aussi, mais des fois, tu te dis, puis tu le vois au hockey, au soccer, des fois, tu regardes, es-tu talentueux, ce gars-là? Mais moi, on dit qu'il n'a pas de cœur, puis vice-versa, il y en a un qui est comme, tu sais, un Steve Bégin à l'époque avec le Canadien, pas tellement talentueux, mais il mangeait les bandes, t'es comme, wow, met son cœur dans Alex Kovalev, puis c'est inarrêtable, là, on disait ça souvent. Fait que c'est particulier dans le monde du sport, ça, les personnalités de tous les sportifs par rapport à leur talent, puis tout ça, effectivement. Jonathan, il m'en reste 2 à poser. Donc, la prochaine. Ouais, juste 2, malheureusement. Donc, Jonathan, t'es assis dans un aréna. Tu as le choix entre une poutine ou un hot dog. Qu'est-ce que tu prends? Mais les deux, il n'y a pas de choix. Je parle les deux tout le temps. Mais je vais te dire, ma préférence, c'est je sors de ça. Moi, là, je suis un gars de pretzel. D'ailleurs, si quelqu'un des Olympiques m'écoute, là, il n'y a plus de sel sur vos pretzels. Ça, c'est un scandale. Il est tout dans le popcorn. il est tout... c'est ça, j'aurais dû me mettre un peu de popcorn sur mon pretzel. Mais écoute, quand j'étais enfant, j'allais souvent voir les expos. Parce que j'habitais à Longueuil, là, à 2 minutes du pont tunnel. Donc, on traversait avec mon père, on allait voir les expos, c'était olympique. Puis le pretzel là, avec de la moutarde, là, c'est bon. C'est vrai? Bon. Ah ouais, j'avais pas pensé avec la moutarde. Mais, toujours. Écoute, tu prends pas ça sans moutarde. Là. Mais, écoute, pour répondre à ta question directe, on va dire poutine. Mais tout est bon, tabarnouche. Bon, dans l'arena, tout est bon. Mais pendant que tu parles de poutine, là,
As-tu goûté à la poutine rouge, noire et dorée des sénateurs pour le 30e anniversaire? Non, j'ai pas goûté à ça. Ils nous l'ont sorti au début de l'année, mais il n'y a personne au monde qui a l'air d'y avoir goûté. Ouais. Je la comprends pas. Écoute, en toute franchise puis transparence, je ne suis pas resté souvent au match cette année. Je suis reparti très, très souvent parce que quand j'ai pas à couvrir le soir, je préfère quasiment regarder les matchs à la télé parce que tu vois mieux les matchs. Puis, bon, on revient sur le sujet de la circulation. Moi, je suis à Hull, là, partir à 10h30, 11h le soir, alors que si je pars à 7h après mon direct à la télé, à 7h30, je suis à la maison, j'ai le temps de donner un bisou à mes filles puis d'ouvrir une bière, regarder le match à la télé. Fait qu'il y a ça quand même qui joue là-dedans. C'est sûr. Tu nous en apporteras une, poutine, qu'on y Ouais, c'est ça. Si elle existe, personne qui en... Ouais, c'est ça, si elle existe. Ben, on sait pas, on la cherche. C'est un mythe. La dernière, on fait abstraction que le slush poppy est flambant en œuf. Gertin, 100%. C'est ça que tu allais demander? Non, je te donne le choix entre le TD Place ou le slush poppy. L'Arena pour hockey? Ah, ben c'est en tant que spectateur ou bien journaliste. Oui, non, c'est slush poppy. Peu importe, là, parce que... TD, c'est spécial. Ben, c'est pour le junior, c'est trop gros. Puis là, ils vont pallier à ce problème-là incessamment avec la construction d'un nouvel aréna qui va être un peu dans la butte là, du côté du... C'est l'Est. Là. Ouais, vous savez, il y a une petite butte là, où est-ce que le logo d'Osseg, justement, on va construire l'aréna là-dedans qui va être un petit peu enfoui sous la butte. Puis l'affaire qu'on va faire, c'est que... Une aréna de Hobbit. Ouais, un petit peu. Mais il va surtout avoir des loges qui vont aussi donner sur le terrain de football. Donc, ça va être une façon de voir un peu les deux côtés. Mais ça va être un aréna un peu plus à grandeur junior, là, comme les Olympiques, là, autour de 5-6 000 spectateurs. TV Place, la place TD, c'est trop grand là, en ce moment. C'est pas un bol typique. Il y a comme des murs droites à des places. Ben, c'est ça, parce que l'estrade aussi du stade extérieur sur le South Side, le côté sud, qui fait que t'as le plafond bas, tout ça, mais 10 000, c'est trop pour le junior, sauf si c'est dans un endroit comme Halifax où souvent c'est rempli. En même temps, la grosse run de série là, avec l'équipe de Tourigny, puis qu'on a perdu en finale contre Guelph avec Nick Suzuki, tu sais, quand c'était plein, c'était exceptionnel, là. Mais tu devrais toujours comparer des arénas pleins, donc c'est pas mal égal entre le Slush Poppy puis la place TD quand c'est plein. Mais là, en ce moment, TD Place, c'est pas plein. En même temps, repose-moi la question dans quelques semaines, quand les Olympiques auront gagné le nouveau trophée Gilles Courteau, là, peut-être que ça va avoir pris une place dans notre cœur qui est inégalable. Mais je te disais Gertin à la blague au début, parce que Gertin, il n'y a rien qui s'approche de ça dans les victoires des coupes avec... le plafond bas, la résonance du bruit, les spectateurs un peu violents, là, entre guillemets, qui lançaient des balles de golf puis des 25 cents aux joueurs puis à Louis Robitaille. Donc, en tout cas, on va voir si les nouveaux souvenirs vont pouvoir supplanter ceux qui datent d'il y a 15-20 ans. Je vais te poser une dernière question. On a fait un petit bilan tantôt. Tes prédictions rapides pour l'année prochaine avec les Sénateurs? Ben écoute, j'ai pas le choix de dire qu'ils vont faire les séries l'année prochaine. Là. Ça fait des années qu'on dit là, cette année, c'est les séries. Tout le monde dit l'objectif, c'est notre slogan à la brigade, c'est il y a toujours l'année prochaine. Là, c'est la dernière année qu'on dit. On le range au cachot, c'est fini. Il faut y aller l'année prochaine, pas le choix. Puis ça va être de voir ce qu'on va pouvoir faire pour le gardien, le rythme défensif ou la structure défensive. Mais il faut qu'ils fassent les séries. Ne serait-ce, comme vous avez dit, pour l'espoir des partisans, pour l'expérience des jeunes qui vont avoir besoin d'emmagasiner des minutes de série pour continuer à les faire par la suite. Là. Je t'en relance une dernière. Est-ce que l'année prochaine... Une dernière chatte. Quand elle dit, papa, est-ce que je peux avoir un dernier bonbon? Je dis, c'est ton dernier. Puis là, après, elle dit, est-ce que je peux avoir un dernier? Oui. Est-ce que l'année prochaine, Pierre Dorion et DJ Smith sont encore en poste? Ben écoute, dans les deux cas, là, ça va dépendre du nouveau groupe de propriétaires puis ce qu'ils veulent faire. Je vais te dire un peu... Selon toi? Entre guillemets, mon fantasme de journaliste, ce serait que Pierre Dorion soit encore là, parce que pour vrai, il a fait son travail cette année. Donc, je dirais Pierre Dorion, oui, DJ Smith, non. Parce que je ne vois pas comment on peut commencer l'année avec DJ Smith après 3 saisons sans faire les séries, mais surtout sans réelle amélioration, alors qu'on lui a donné des outils de meilleure qualité. Pas tous les outils nécessairement,
Mais il n'allait plus à la guerre avec un couteau à beurre. Là. Il y avait au moins un canif l'année passée, puis cette année, un couteau à steak, là, disons. Et il faut qu'il s'améliore. Oui, et voilà. Jonathan, gros merci pour ton temps. Yes. Ben, merci à vous, les gars. C'était super le fun. Ouais, c'était cool. Continuez à faire ça. C'est vraiment cool de voir que les partisans des sénateurs se font entendre puis ont des projets amusants comme ça. Puis réinvitez-moi, on pourra parler d'autres choses que de hockey parce qu'il y en a des affaires à jaser à Ottawa Absolument. sur le monde du sport. Puis tu disais que tu avais couvert les Jeux olympiques aussi. Ça, j'aurais été curieux de t'en parler, mais ce sera pour une prochaine fois. C'est ça. Veux pas, le sujet des sénateurs est arrivé, mais je pense qu'on a parlé de toi et de ta carrière pendant un bout de temps, puis là, on n'est pas allé au bout de ce qu'on aurait voulu tout te parler, fait que ça va falloir faire une prise 2 à un moment donné. Il y aura toujours l'année prochaine. Exact! Ouais, c'est ça! Un gros merci, bonne soirée! Merci à vous, les boys. Bon, ben, messieurs, 20e épisode de la saison de terminé. Et 20e bien rempli, hein? Ouais. 20e bien rempli. Oui. Un monsieur avec qui j'avais pu discuter sur Twitter un peu, mais que je connaissais pas beaucoup. Il devait trouver ça très difficile à la limite de 140 caractères. C'est un homme de beaucoup de mots. C'était sérieux, comme, tu sais, on n'avait pas grand-chose à dire, là. Jonathan, il nous remplissait ça, puis il partait avec des bonnes réponses complètes, puis, tu sais, là, avec une bonne idée déjà de ce qu'il allait dire, tu sais. Puis, ce 20e épisode, si tout va bien, le 21e sera notre bilan de la saison, le retour sur la saison. Ça s'en vient. On vous prépare ça. Hein? On va essayer de faire les choses en grand. Même si la saison n'a pas terminé. Non, mais pour faire l'analogie, là, c'était une saison bien remplie aussi. Bien remplie d'histoires, de hauts, de bas, de blessures, de déceptions, d'accomplissements. On a eu des joueurs qui ont accompli des milestones importants. D'après moi, on continue le podcast toute l'été, puis on parle de la saison toute l'été. Ouais. Comme Pascal nous l'a dit, on s'en est parlé un peu avant d'enregistrer. Quand Pierre Dorion est venu nous voir, il nous a dit « Félicitez-moi pas. Maintenant, félicitez-moi à la fin de la saison. » On va te prendre au mot. Donc, on va se poser la question tous ensemble. Est-ce qu'on félicite Pierre Dorion ou est-ce qu'on lui dit « T'as encore de la job, mon Pierre? » Exact. À voir pour le 21e épisode. À voir. Et, tout le monde ensemble, en terminant, l'année prochaine. Il y a toujours l'année prochaine. L'année prochaine. Dernière année qu'on le dit, fini. Ouais, après ça passe plus. That's it. Après ça, on se joint tout à JP Fortin. Dans le clan du pessimisme. C'est plus autre chose que les playoffs. Non, mais on va être plus exigeant. Ben, on n'a plus le choix.